Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à cette deuxième séance de lundi numérique euh, de cette saison 2025-2026 qui porte aujourd'hui sur les nouvelles technologies et les patrimoines iconographiques, donc en focus sur Gallica Images, qui est un projet d'innovation porté par la Bibliothèque nationale de France en partenariat avec l'Institut national d'histoire de l'art et la Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Danae Di Salvo, qui est la chef de ces projets et lead d'expérience utilisateur voilà, du projet Gallica Images, et Jean-Philippe Moret, chef des missions intelligence artificielle à la Bibliothèque nationale de France. Donc, je vous rappelle, Danae et Jean-Philippe, l'intervention durera, et à tout le monde aussi, l'intervention durera environ 1 heure et nous aurons une demi-heure à la fin de la présentation pour échanger avec les publics en ligne. Donc, je vous invite, vous qui participez au webinaire, à poser vos questions sur les chats du webinaire et je vous donnerai ensuite la parole pour euh, les reporter aux intervenantes et intervenants. Donc, je vous laisse la parole. Si j'ai bien compris, c'est Jean-Philippe qui prend la parole en premier. Et Merci. merci. Merci Federico. Merci pour l'invitation. Merci à toute l'équipe autour de toi. Nous vous proposons de démarrer par une petite introduction au projet Gallica Images qui vous sera présenté en détail par Danae juste après. Pour ma part, je vais tenter de faire un petit rétrospectif, un petit retour en arrière sur les 10 dernières années. Qui ont conduit à ce projet, et puis aussi vous présenter ce qu'on peut faire par ailleurs en parallèle du projet, ou soit avant ou après le projet, vers quoi on se projette. Alors très rapidement, la vision assistée par ordinateur, ou l'analyse d'image, ou computer vision, etc., quelques appellations qu'elle recouvre. Dans notre contexte, bah, ça peut être éventuellement chercher des objets dans des images, au même titre qu'on peut chercher des voitures ou des piétons dans une vue urbaine. L'analyse de documents, bah, ça a été, vous vous en doutez, ça a été pour nous et pour vous tous, j'imagine, une grande aventure depuis 20 ans. Cette aventure se poursuit aujourd'hui avec des technologies peut-être un peu plus matures, mais l'ambition elle est toujours là, hein. Donc effectivement, c'est extraire, comprendre le contenu de documents et en extraire de la donnée, de l'information. Alors ce bref rappel en historique, entre guillemets, on pourrait le dater de 2015. En tout cas, à ma connaissance, c'est la première tentative d'application d'un réseau de neurones profond sur un contexte qui est très proche de celui de Gallica, c'est-à-dire, en l'occurrence à l'époque, c'était peut-on aider au catalogage, à l'indexation sujet d'une banque d'images. Donc en l'occurrence, c'était pas Gallica, c'était la banque d'images de la BNF. Donc, vous voyez différentes approches technologiques, et en 2015, on avait des résultats non opératoires. Néanmoins, les meilleurs résultats possibles à l'époque étaient en tentant d'appliquer la classification de concepts à ce type de collection encyclopédique. Gallica, les premières approches sur des collections encyclopédiques de ces modèles de réseau de neurones profonds. 2017-2018, donc le tournant de ces années-là où on a vu apparaître ici et ailleurs des tentatives donc d'outillage de la recherche d'informations à l'aide de ces approches, là en l'occurrence d'approches hybrides, donc qui mêlaient à la fois de l'OCR, de la classification d'images et puis des métadonnées classiques qui sont celles des catalogues. Alors, ce foisonnement de R&D, d'expérimentation, de prototypage nous a conduit à organiser l'application, ou en tout cas la volonté d'appliquer de l'IA à l'échelle à la BNF, avec autour d'une feuille de route IA, que je ne vais pas détailler ici, mais c'est pas l'objet. Mais en particulier, on voit un axe important qui est comment organiser la R&D, donc comment mieux organiser la R&D. Et puis bien sûr, des axes de transformation en termes de formation des équipes, des collègues, et puis de transformation aussi de la manière dont le DSI, donc l'informatique centrale, s'accapare cette phase de transition.
La feuille de route s'incarne en particulier, mais pas que, dans un programme de projet. Là, je signale par les petites étoiles à quatre branches des projets qui portent une dimension soit iconographique, soit d'analyse d'images, soit analyse de documents au sens large. Donc, vous voyez que pour partie, hein, cette technique et puis ces ambitions sont très, très présentes dans l'échelle des projets. Le niveau inférieur du programme relève de l'expérimentation interne. Donc là, il s'agit essentiellement d'expérimentation, de prototypage, d'essais, de veille technologique interne, avec deux appels à projets en 2023 et en 2025, qui ont accompagné respectivement 4 et 12 projets ou idées. On pourrait là aussi dire qu'en moyenne, bon an, mal an, on a à peu près 50-70% des projets qui ont une dimension iconographique. Alors, première interrogation, où sont les images? Avant même de vouloir faire quelque chose sur ces contenus iconographiques. Gallica Images, Danae va juste après moi vous le présenter en détail. Donc, c'est le projet principal là, qui répond à cette question. Où sont nos illustrations dans l'océan des collections? Pour autant, ce même questionnement peut se trouver à la BNF comme ailleurs, je pense, à un niveau, soit une plus petite échelle, soit aussi à l'échelle d'un chargé de collection, d'une conservatrice qui veut travailler sur quelques documents, une collection. Donc cette ambition, ce besoin d'appliquer de l'analyse visuelle sur des collections dans des périmètres soit de recherche, soit de valorisation bibliothéconomique est très présent et de plus en plus présent. Et là, cette panoplie d'outils, alors il peut s'agir de RobotFlow, de Label Studio ou d'autres plateformes visuelles, permettent de donner de l'autonomie à ces acteurs. On constate aussi le développement et le développement de telles plateformes, ou en tout cas avec l'ambition de donner de l'outillage à des chercheurs, en particulier en SHS. Donc, je cite cet exemple, il en existe d'autres, d'une plateforme, la plateforme Icon, qui offre une palette d'outils qui va permettre de déployer, d'asseoir un projet de recherche sur une boîte à outils visuelle. Alors, une fois qu'on a trouvé nos images, évidemment, on va vouloir les indexer. Et cette indexation, elle va s'opérer au premier chef, en particulier lorsqu'on veut ouvrir des fonds dormants à une activité scientifique. Elle va devoir s'opérer au premier chef en termes d'inventaire, en termes d'indexation, de catalogage. Donc là, je vous montre un projet qui a démarré en 2024, qui se poursuit aujourd'hui en collaboration avec le musée d'Orsay, en particulier avec l'école des Chartes, et qui vise à inverser le paradigme. On catalogue, puis on numérise. Donc là, c'est le contraire. On va numériser d'abord un fonds dormant pour tenter de le cataloguer de manière semi-automatique, donc de nouveau avec des IA visuelles. Alors cette application de l'IA, elle peut aussi opérer en amont, c'est-à-dire ou en aval, ça dépend de quel métier de quel métier on se positionne, d'où on parle. Mais elle peut, et de plus en plus à la BNF, elle peut aussi s'opérer sur des ambitions d'aide à la conservation. Donc là, je cite un exemple de conservation préventive qui cherche à dire quels documents sont affectés par des attaques d'encre ferrogallique. Et de nouveau, avec des IA visuelles, donc là, c'est la détection d'objets avec un modèle à trois catégories de dégradation. Imaginons qu'on se trouve dans un cas idyllique où nous avons un corpus iconographique identifié, indexé. Il va falloir déployer des outils de recherche. On va en reparler en détail juste après, dans le cadre de Gallica Images, mais l'apparition de ces grands modèles qui ont la capacité de déployer plusieurs modalités de manière conjointe, en particulier la modalité texte et image, permet de rechercher dans des collections, alors soit à travers l'exemple une requête image, soit une requête textuelle. Donc là, je vous montre un prototype qui a été déployé avec l'aide de l'université, enfin une équipe de computer scientist de l'université d'Oxford, qui s'appuie sur des modèles de la famille Clip et qui permet de chercher dans une petite partie du fond d'image Gallica. Cette annexation, cette recherche visuelle avec les modèles peut aussi se déployer avec une forme d'interaction, un développement intéressant en collaboration avec l'INA et l'INRIA,
autour de cette interaction entre le modèle, qui est aussi un modèle de famille clip, et l'humain. Et cette fois, l'utilisateur, l'utilisatrice va être en capacité d'affiner et d'interagir avec le modèle de recherche. Ce paradigme de transformation des collections en données qui est pas récent, mais trouve tout son sens aujourd'hui avec ces modèles d'IA. Je cite ici un programme désormais clos, mais en collaboration avec l'NIHA qui portait sur la transformation de collections de catalogues de vente en base de données, avec aussi très souvent, bien sûr, dans ces catalogues de vente, une dimension iconographique. C'est vraiment cette capacité que ces modèles ont de créer du lien entre modalités, de produire de la donnée d'indexation et finalement de lier des collections entre elles et de plus en plus prégnant à toutes les échelles. Donc soit à l'échelle du projet de recherche que je citais auparavant, mais aujourd'hui à la BNEF, bon nombre de collègues se sont emparés de ces approches pour gérer leurs données, leurs propres données métiers. Il peut s'agir de photographie, d'ateliers de restauration, il peut s'agir des collections elles-mêmes, bien sûr, mais toute la donnée métier qui interagit avec ces collections. Ça, c'est quelque chose d'assez récent, ce tournant d'appropriation de ces modèles par les collègues au plus près des collections, au plus près de leur activité du quotidien. Un scénario assez classique. Je dois numériser des plaques argentiques. Si ce n'est la date de prise de vue de la photo, je n'ai aucune information. Bah, je vais chercher des reproductions dans la presse de l'époque. Je vais extraire de la donnée de la presse avec de l'OCR, avec des modèles, des grands modèles de langue. Et puis éventuellement, un autre grand modèle de langue va me créer une pré-notice avec les informations extraites. L'IA a apporté la capacité à traiter de la quantité, donc on voit aussi la complexité de naviguer, finalement d'appréhender ces grandes collections iconographiques. Un exemple ancien, mais qui utilise un démonstrateur très intéressant, toujours pertinent. Un outil beaucoup plus récent, développé par le CRS, Panoptique, qui là aussi vise à appréhender la complexité et la difficulté de ce corpus iconographique massif, mais cette fois avec des outils d'annotation, des outils soit d'annotation manuelle très classiques, soit des outils outillés par des modèles IA, donc en particulier la capacité à créer des agrégats, des clusters. De nouveau, le modèle clip directement embarqué dans la plateforme. Et je ne peux manquer de finir cette courte introduction, avec cette capacité de créer des images aussi. En particulier créer des images, non pas pour, créer des gifs ou des vidéos de chats en situation, burlesque, mais là, si ce n'est, de créer des images au service de la reconstitution historique de bâtiments, disparus, dégradés ou d'objets historiques, dans la même situation. Donc le constat fait que ces modèles génératifs, sont en difficulté dès lors qu'il s'agit de produire une donnée scientifique du fait de problèmes de cohérence, d'anachronisme et cetera. Donc ce projet cherche à entraîner, réentraîner, ces grands modèles multimodaux, à travers des corpus, à travers des ontologies et pour produire in fine une illustration, qui sera utile dans un contexte qui est celui de la reconstitution d'une chapelle, aujourd'hui disparue. J'en ai fini avec cette introduction et je passe la parole tout de suite à Danae qui va vous présenter le projet Gallica Images en détail. Oui, merci beaucoup Jean-Philippe. Donc, bonjour à tous. Merci à l'INHA et à Federico, bien sûr, de nous recevoir. Je vais partager mon écran pour que ce soit un peu plus parlant. Alors, tam. Ok. Alors, pour vous présenter un petit peu le projet Gallica Images, qui est, comme le disait Jean-Philippe, un projet assez phare de la Bibliothèque nationale de France, en cela qu'on est sur un projet qui est vraiment à la phase industrialisée, où on travaille avec des prestataires sur le développement d'un outil totalement fonctionnel. C'est un grand projet France 2030 qui va s'étendre sur 3 ans. Et qui représente un peu l'état de l'art de l'application des intelligences artificielles à des grands corpus iconographiques.
Donc, pour rentrer un petit peu dans les détails déjà et vous parler de Gallica Images, comme je vous disais, c'est un projet assez long qui se déploie d'ailleurs de 2024 à 2027. Et à la fin, on espère et on entend bien être doté d'une infrastructure qui soit pérenne et qui permette de traiter et d'exploiter nos collections iconographiques qui sont, vous vous en doutez, assez exponentielles. Il s'agit d'un programme qui est mené en partenariat avec l'INHA et avec la BNUS de Strasbourg et qui est subventionné dans le cadre de France 2030 par la Caisse des dépôts et des consignations. On a des enjeux dans ce projet qui sont assez forts parce que déjà, on a un nombre de documents à traiter desquels on veut extraire des images qui est assez énorme, 11 millions. On doit servir des utilisateurs qui sont très, très, très divers et qui sont très nombreux puisqu'on a 20 millions de visiteurs et on est toujours en augmentation de nos visiteurs. Et en plus, on doit un peu s'inscrire dans une démarche qui est mixte, puisqu'à la fois ces images seront utilisées dans le cadre de la recherche, mais elles seront aussi utilisées par des utilisateurs qui ont un lien très personnel. On se rend compte qu'il y a des gens qui recherchent une photo de leur maison natale, qui font de la généalogie avec nos images. Donc, il y a des choses qui sont assez importantes et avec un lien très personnel pour les utilisateurs. Et dans une ère où on a quand même beaucoup d'images synthétiques, là, il s'agit de témoins réels de l'histoire. Donc, il y a un enjeu même très, très, très global, en fait, au projet. Ces enjeux, ils sont élevés et ils s'inscrivent en plus dans un contexte qui est peut-être un peu difficile à traiter. Parce que manuellement, ce serait impossible d'aller récupérer toutes ces images. Comme vous voyez, il y a énormément de documents. Chaque document a plusieurs vues. Donc, on ne sait même pas, en fait, combien d'images il y a dans toutes les collections numérisées de la bibliothèque. En plus, les données, donc les images en tant que telles, elles sont très diverses. On peut avoir des estampes, des photographies, des schémas, des diagrammes, des photos. Enfin, on a vraiment de tout. Donc, c'est des données qui sont excessivement hétérogènes. Vous imaginez bien que les modèles sur étagère qu'on peut trouver, ils ont un peu de mal avec ces données qui sont particulières. Donc, ça demande quand même une expertise supplémentaire de la bibliothèque sur ces données-là. D'autre part, les cas d'usage sont très disparates, comme je vous le disais. On veut à la fois servir les chercheurs qui sont d'ailleurs à l'écoute de ce webinaire, je crois, mais aussi le grand public qui doit avoir accès à ce qu'il recherche. Donc, en fait, les personnes qui viendront sur Gallica Images n'auront pas forcément le même objectif ou la même façon de chercher. Et d'autre part, c'est un projet industrialisé pour la première fois à la bibliothèque, donc c'est un projet très innovant. On n'a pas vraiment d'antériorité sur des projets de cette ampleur. Donc ça veut dire que tout est à construire, à la fois les process, la gouvernance, la façon de gérer le projet, les traitements eux-mêmes, tout est à construire. Comment est-ce qu'on s'est positionné face à tous ces défis et dans ce contexte ? On est parti du point de départ qui était assez simple. Toutes ces images, elles ne sont pas identifiées dans la carte d'identité du document, ou des fois elles le sont, mais de façon un peu aléatoire. Si on voulait toutes les identifier, ce serait, comme je l'ai dit, un travail absolument impossible, un effort humain extrêmement exigeant et minutieux, qui n'est pas possible à la main. Donc, on s'est appuyé sur des traitements de segmentation, donc qui vont aller identifier l'endroit où se trouve l'image dans le document, et d'enrichissement, puisqu'on veut aussi que la requête puisse être faite à partir de catégories techniques, de fonctions, de couleurs, de matériaux, etc. Et pour ça, on a évidemment utilisé l'intelligence artificielle. Donc là, vous avez un peu un détail de comment ça se passe. Il y a une bounding box qui est créée autour de l'image, qui va être extraite. Et ensuite, il y a un enrichissement qui va passer par-dessus en disant, bon, là, on voit que c'est un dessin, un crayonné, un personnage, ça date de 1898. On peut voir certains éléments récurrents, une main, des cheveux, etc. Et en plus, du coup, de cet enrichissement, évidemment, on va récupérer les métadonnées qui sont déjà dans l'image pour enrichir cette base de données globale absolument faramineuse en termes de nombre. Et évidemment, on s'appuie aussi sur des traitements qui sont déjà un peu habituels ou dont la bibliothèque est familière, notamment l'OCR, qui consiste à voir automatiquement en fait le texte qui est présent
et à l'extraire du document. Donc, à ce travail manuel impossible, on a trouvé cette solution d'automatiser. Pour traiter les données hétérogènes, on s'est appuyé sur des heuristiques, donc des règles particulières qui vont s'appuyer dans certains cas. Par exemple, on sait que les monographies, qui sont une grande tranche du projet, vont avoir des particularités. Donc, on va créer des règles ad hoc au sein des traitements pour traiter ces données particulières. On fera de même pour la presse, on fera de même pour d'autres collections. Pour les cas d'usage disparates, on s'est appuyé sur le fait d'utiliser des traitements, des process de recherche utilisateur très précis, assez inédits encore dans un projet de cette ampleur. Souvent, l'UX et l'UI ne sont pas forcément intégrés. Et pour l'absence d'antériorité, on a construit une gouvernance assez forte qui mobilise à la fois des experts conservateurs, des historiens, mais aussi des personnes qui sont en relation tous les jours avec les usagers de la bibliothèque. Donc, pour revenir un petit peu sur ce côté UX, pourquoi c'est important dans un projet de cette ampleur? C'est parce que souvent, l'UX, donc la recherche vraiment dédiée à l'utilisateur, à ses pratiques, etc., c'est un angle mort des institutions publiques, des bibliothèques et des projets d'IA. Mais pour nous, c'était un point crucial pour justement savoir qui utiliser et comment les traitements seront utilisés par les utilisateurs finaux. Donc, on a fait tout un processus où, dès le début, le design était intégré à la gestion de projet et à l'IA. On a tout un ensemble de tests qui ont été passés pour s'assurer que non seulement on construisait un projet et des traitements technologiques qui étaient à la pointe et à l'état de l'art de ce qui était disponible, mais en plus, ils seront bien utilisés par les gens qui sont ciblés par la plateforme. Donc là, je ne vais pas revenir trop en détail dessus, mais ça nous a demandé un très grand travail pour identifier l'utilisateur type déjà de Gallica. Qui est-ce qu'on voulait aller chercher? Parce que c'était important pour nous d'avoir un public qui peut-être des fois n'est pas si habitué à aller chercher des données ou de l'intelligence dans la bibliothèque. Des plus jeunes ou des personnes qui n'ont pas forcément ce réflexe et de pouvoir leur apporter toute la valeur d'une telle technologie. Et tout ça, ça a orienté en fait la façon dont la plateforme sera designée à terme. Donc là, vous avez quelques petits exemples de ce design. Il y en aura d'autres évidemment. L'idée, c'est de faire une plateforme qui est extrêmement fluide et qui met vraiment en valeur les traitements technologiques très avancés qui constitueront son moteur. Là, je propose, Jean-Philippe, que tu reprennes sur la partie IA. Donc, je vais continuer le partage et tu me diras de changer les flammes. Oui, volontiers. Allez, faisons ça. C'est parti. Oui, cette partie va nous permettre de faire un focus plus particulièrement sur la dimension technologique de ce pipeline et puis bien sûr les approches IA qui ont été implémentées, choisies et implémentées. Alors, est-ce que tu peux passer à la suivante? Normalement, c'est bon? Non. Ou sinon, je reprends. Si tu veux, je vais afficher de mon côté, ça sera plus simple, je crois. Faisons Ouais. ça. C'est bon? Est-ce que c'est visible? Ouais. Ouais. Alors, les fonctionnalités, Danaï vous les a déjà présentées, mais de fait, ces fonctionnalités ont clairement orienté les choix technologiques qui ont été portés par le consortium projet et son prestataire, la Javanaise. Bien évidemment, la première ambition, Danaï l'a bien répété, c'est la plus complexe, c'était d'identifier les illustrations. Donc, on va voir que ça a pu nous amener à lever certains défis, à rencontrer certaines difficultés. On veut pouvoir aussi, bien sûr, rechercher par des mots-clés, en particulier dans les métadonnées bibliographiques existantes. On veut pouvoir faire des recherches par similarité visuelle et éventuellement aussi, bien sûr, interroger les collections par des requêtes en langage naturel.
Au tout démarrage du projet, s'est posé la question de l'accès aux données. De manière assez classique, nous avons valorisé l'entrepôt OAI-PMH de Gallica. Donc cet entrepôt agrège la totalité des documents dans leur dimension bibliographique. Donc le prestataire, finalement, utilise cet entrepôt pour moissonner les collections existantes, moissonner le delta qui est numérisé, qui est mis en ligne chaque mois, chaque jour. Le système d'identifiant pérenne ARC, unique et pérenne ARC a également été mis à profit. Donc chaque document de Gallica est référencé par un ARC, chaque vue de chaque document par un numéro de vue. Et chaque illustration qui sera produite par le pipeline se verra également attribuer un ARC. L'accès au contenu iconographique se fait, comme vous l'imaginez, de manière assez classique aujourd'hui grâce aux vertus du protocole 3IF. Donc il s'agisse d'accéder aux collections, aux pixels, par le prestataire ou ensuite au moment de l'indexation dans le pipeline ou ensuite, accéder aux illustrations pardon, à proprement parler, à travers la base iconographique, les API. Quand on parle de projet IA, en fait, on pense souvent en premier chef à modèle IA. Le retour d'expérience qu'on peut donner ici, c'est que c'est une partie, d'un projet IA. Alors c'est une partie significative, bien sûr, la plus visible, celle qui nous permet d'interagir, nous, côté, patrimoine ou métier avec la donnée. Mais un projet IA de cette ambition, de cette ampleur, c'est quand même énormément d'ingénierie. Alors avec, on cite ici quelques briques technologiques, il en existe d'autres. Mais ça reste un projet de production de données, donc c'est un projet qui, nécessite aussi de l'administration, de la production, l'organisation des traitements de production avec, en particulier, Airflow dans notre contexte, MLflow pour gérer, la production, le côté production et puis le côté aussi, enfin le côté MLOps, c'est-à-dire comment administrer dans le temps, les interactions entre la bibliothèque de modèles qui est appliquée sur, les collections et puis les traitements. Les objectifs, fonctionnels, qu'on a évoqués avec Danae, se déclinent bien sûr dans cette boîte à outils technique qui va opérer des tâches de segmentation, de reconnaissance du texte, de classification, des illustrations et puis de calcul de vecteurs, de caractéristiques, calcul d'embedding, pour porter cette fonctionnalité de recherche, multimodale. Un retour d'expérience au terme de la première année, un an et demi à peu près, Danae va vous donner un historique plus précis du phasage du projet. Alors de manière assez abstraite, on a classé ces difficultés en 4 familles, mais la première phase, qui a permis de commencer à démarrer avec le prestataire, la javanaise, nous a confrontés à des dynamiques ou des problématiques assez classiques, lors de la phase d'annotation. Par exemple, comment passer d'un vocabulaire de description bibliographique en usage à la BNF très complexe à un vocabulaire plus simple, qui serait en capacité d'être développé, déployé avec des modèles. Notre quotidien, c'est aussi bien sûr faire face à des cas ambigus, des cas d'illustration, on en donnera juste après, ou non anticipés dans les cahiers des charges initiales. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'assez classique dans des projets qui s'appuient sur la donnée et qui s'appuient sur des collections. La notation, annoter, c'est aussi déployer une subjectivité. On a pu le constater dans la phase initiale d'annotation. 2 annotateurs, on ne va pas forcément produire la même annotation. Le regard des métiers, le regard du prestataire peuvent aussi être disjoints. L'absence de données aussi, notamment, on y reviendra juste après, lorsqu'il s'agit de détecter la rotation d'une illustration numérisée. Très vite, on s'est rendu compte que c'était une donnée qui était absolument, assez rare, dans la vraie vie et non présente, du côté de la BNF, donc il a fallu produire. La phase d'entraînement qui a suivi la phase d'annotation, elle aussi, a produit généré un certain nombre de difficultés.
On a dû changer notre fusil d'épaule entre le moment de la rédaction du cahier des charges, donc 2020-2021, et puis le démarrage du projet fin 2023. L'ambition initiale qui était de créer un vocabulaire de détection d'objets, et le déploiement de cette ambition sur un premier test sur 1000 classes d'objets s'est avéré peu pertinent. Donc, à ce moment-là, on a décidé d'abandonner la détection d'objets et de tout faire reposer en termes de recherche sur les modèles texte-image qu'on a décrits juste auparavant. La détection de la rotation a été aussi un cas difficile. Cette rotation dans les prises de vue, dans les scans, dans les étapes de numérisation, elle est très peu fréquente, entre 0,5 et 2% des cas. Avoir un modèle qui ferait mieux que de produire des faux positifs dans 1% des cas, ça veut dire avoir à disposition un modèle très précis. Et sur ce point, on a décidé là aussi, en tout cas à date, de ne pas déployer ce modèle de détection de la rotation. La segmentation, on va y revenir très en détail juste après avec des exemples. On a vu aussi un fort impact de l'hétérogénéité de nos collections sur cette phase d'entraînement. En fin d'année dernière, et début premier semestre, on a été confronté à la phase de recette, d'acceptation de la prestation. Je pense pour nous, comme pour beaucoup d'autres clients, lorsque la prestation fait l'objet d'un projet IA, valider un projet IA, c'est pas valider un algorithme, c'est valider s'accorder déjà sur ce qu'est la qualité dans tel ou tel contexte. Comment on mesure la qualité, comment on s'entend entre le prestataire et le client sur cette définition. Et côté client, comment on contrôle cette qualité. Donc, de notre côté aussi, ça a été une montée en compétences, le déploiement d'outillage et des difficultés pour contrôler, valider, recetter ce type de production. Je l'ai dit aussi, un projet IA, c'est beaucoup d'ingénierie de la donnée, donc avec beaucoup de compromis à faire et très rapidement entre les coûts et les performances. Alors, un exemple, a-t-on besoin d'un modèle qui ferait tout générique et qui aurait une qualité moyenne, ou au contraire, doit-on mettre en place plusieurs modèles qui vont être spécialisés? On avait également sous-estimé la nécessité d'avoir des heuristiques, donc là, non probabilistiques, pour traiter la complexité, traiter les cas singuliers qui sont présents en grande quantité dans nos collections du fait de leur nature encyclopédique. Je l'ai dit aussi, finalement, la complexité du pipeline est celle de la complexité d'un pipeline, d'un processus de production de données, avec de l'IA à l'intérieur. Mais pour autant, ça reste une grosse machinerie qui va chercher des collections, des documents, des agrégats de documents, et qui les passe à travers un processus de traitement de données complexe. Alors, quelques exemples concrets pour parler des données elles-mêmes. Donc, vous voyez l'étape de segmentation est confrontée, et le sera demain, à des cas singuliers. Donc, côté gauche de l'écran, on voit clairement apparaître des illustrations qui sont vides. Pour autant, le modèle a détecté ici, en bas du portfolio, une illustration. Le cas des planches est un cas qui nous a préoccupés depuis le début du projet, qui continue de nous préoccuper aujourd'hui, puisqu'on se met à traiter les imprimés. Qu'est-ce qu'une planche illustrée? Doit-on découper, avoir accès à chaque objet illustré? Nous avons des planches sans légende, nous avons des planches avec légende, nous avons des planches avec des légendes numérotées. Et ce cas finalement de l'illustration multi-objet se reproduit aussi bien évidemment dans le cas des illustrations plutôt simples, comme vous voyez à l'écran. C'est dans la première phase d'entraînement, on a demandé au modèle de détecter des illustrations complètes. Que se passe-t-il si en parallèle on leur demande de segmenter des objets dans des planches illustrées? Or, troisième cas sur l'écran, donc l'illustration de main de chimpanzé. Là, on veut clairement avoir une seule illustration.
Donc, on voit aussi que les choix qui peuvent être faits à un moment donné sur un cas spécifique des planches peuvent avoir un impact ensuite sur d'autres typologies d'images. Et puis, cet impact aussi de l'hétérogénéité. Donc, côté droit de l'écran, vous voyez une photo, une prise de vue de spectacle. En fait, on a entraîné, non pas majoritairement, mais plutôt du fait de la nature des collections 19e, 20e, on a majoritairement entraîné nos modèles à détecter des planches, des objets, des photos collées sur des portfolios, de l'illustration imprimée. Mais pour autant, on a aussi de la photographie dans nos collections. Et si on passe cette photographie telle que, sans prendre de précautions, mais le modèle va chercher à détecter des zones illustrées dans la photographie. Alors qu'on voudrait que dans ce cas particulier de photographie pleine page, on ne voudrait surtout pas qu'il tente de segmenter quoi que ce soit. Mais a-t-on à disposition l'information qu'il s'agit d'une photographie pleine page? Ben, en fait, non, pas tout le temps. Et donc là, on voit aussi la complexité des heuristiques. Dans ce cas particulier, on aimerait avoir l'information qu'il s'agit d'une photographie pleine page de telle manière, en amont, de telle manière à ce que le module de segmentation ne soit pas appliqué. La rotation, j'en ai parlé. Est-ce que cette image, cette photographie côté gauche de l'écran est dans le bon sens? Voilà. Plein d'exemples de ce type que vous voyez à l'écran avec beaucoup de faux positifs. Finalement, notre modèle, dans sa première incarnation, a la tendance à trop faire tourner les images, donc à mauvais escient. On s'est aussi énormément posé de questions sur le périmètre du projet. On continue de le faire. Est-ce que ce projet d'identification de contenu illustré doit prendre en compte ce qui relève de l'ornement, donc les cadres, les ornements? Est-ce que le monogramme qui est dans le milieu de l'écran, entouré d'une petite boîte rouge, est-ce qu'on doit identifier cette composante imprimée comme relevant de l'illustration? Est-ce qu'un schéma, puisque nous avons décidé que les schémas techniques, les diagrammes faisaient partie du périmètre du projet, est-ce qu'un schéma essentiellement textuel est une illustration? Et puis un cas non anticipé aussi qu'il va falloir prendre en compte, c'est celui du distinguo entre une œuvre et ses instances, en particulier ses instances imprimées. Donc évidemment, le rubricage de périodiques ou la publicité illustrée vont produire des milliers, des centaines ou des milliers d'instances. Donc comment gérer ce cas de figure dans le processus de production de données? Pour finir, quelques autres briques technologiques sur lesquelles ce projet s'appuie, donc des briques assez classiques, en particulier un moteur de recherche, une base de données relationnelle, différentes briques qui relèvent plus de la production. Vous le voyez, ça reste un processus, un pipeline technique complexe. In fine, qui va produire une base iconographique, donc qui sera ouverte à l'interrogation à travers ces API. Donc API de consultation et également une API de mise à jour qui permettra éventuellement de corriger les illustrations, bien qu'il n'y ait pas d'ambition de correction manuelle humaine à l'échelle, mais on pourra corriger soit en étant sollicité par nos usagers, soit en interne. On pourra corriger certains points de telle ou telle illustration. Et puis évidemment, base de données, API, donc processus de production, de traitement de données, nécessité d'outils d'administration. Et je repasse la parole à Danae pour la dernière partie. Oui. Alors, je partage mon écran. Hop. Ok, donc oui, vous voyez, il y a quand même énormément de défis qui sont liés à construire en fait presque, pas de zéro parce qu'on adapte des modèles qui existent, mais surtout au niveau de la donnée.
avec l'idée d'avoir des modèles qui sont capables de traiter des données très spécifiques quand même, et évidemment, comme l'a dit Jean-Philippe, en très très grand volume. Donc, ça demande un jeu d'équilibre entre la qualité des traitements, les volumes à traiter, l'hétérogénéité des données. Donc, c'est pas facile, mais pour l'instant, on est assez content du résultat, et notamment sur les premières tranches. Donc, en fait, pour vous parler un petit peu de la façon dont le projet s'organise, on a commencé par traiter des images. On avait assez peu de données finalement. C'était des données images qui étaient un peu plus simples du coup à traiter pour les modèles. Une fois qu'on a eu de bons résultats, on passe à la tranche des monographies. Alors là, les volumes sont exponentiels et comme l'a dit Jean-Philippe, on va avoir des choses très très différentes qui peuvent être un peu difficiles à appréhender pour des IA. Et ça demande des nouvelles décisions aussi de notre part sur la stratégie qu'on met en place, sur ce qu'on veut dans notre base, sur comment est-ce qu'on veut que ça apparaisse, etc. Surtout avec des éléments qui peuvent être très répétitifs, comme l'a évoqué Jean-Philippe. On peut avoir des monogrammes ou des cadres qui se retrouvent à l'infini sur des pages. Comment on les traite, comment est-ce qu'on fait en sorte que ça ne pollue pas trop les traitements ou la recherche. C'est une vraie gageure de se positionner là-dessus. Là, on n'y est pas encore, mais à venir, on aura aussi une tranche de périodique. Donc là, pareil, de nouveaux enjeux, comment traiter les droits d'auteur, par exemple, sur des périodiques, avec des photos de presse notamment, qui vont poser problème. Et de la même façon, comment traiter une page où l'organisation de l'information est très différente, où il y a beaucoup de mise en qualité a posteriori, puisque chaque titre de presse va avoir sa façon d'organiser l'information et de présenter des images. Je ne vous parle même pas des tranches à venir, qui sont aussi les manuscrits et les documents spécialisés, donc c'est-à-dire les partitions, les cartes, etc., où là encore, on aura des données très, très, très particulières à gérer et pas forcément les traitements dont on a bénéficié jusqu'à présent, puisque par exemple, les manuscrits ne sont pas traités par les OCR, donc par la reconnaissance automatique de caractères, ce qui veut dire que on perdra une partie de l'information. Il faudra réfléchir à comment l'utiliser. Et voilà. Et pareil pour les documents spécialisés, donc les objets, les partitions, etc., les cartes d'architecte. Vous imaginez que pour une IA, revoir ce genre de données un peu hors contexte, ça peut être compliqué au niveau des traitements. Donc la même question se pose à chaque fois. Est-ce qu'on fait des traitements qui sont spécialisés sur chacune des tranches? Est-ce qu'on fait à l'intérieur de ces traitements spécialisés d'autres traitements spécialisés? C'est un échange constant entre le prestataire, la direction technique, les experts des collections, la cellulière de la bibliothèque, les métiers. C'est un travail à plusieurs voies qui est particulièrement engageant, et en plus, vous vous en doutez, avec un calendrier de projet qui est assez sportif. Donc là, pour l'instant, comme je vous disais, on a traité les images. On est en plein dans la phase des monographies. On commencera probablement les périodiques d'ici à la fin de l'année prochaine. Et on s'attend à une fin de projet en 2027, mars ou un peu plus tard, 2027, avec 2 tranches en même temps, les manuscrits et les documents spécialisés, en fonction aussi de ce que nous dit le prestataire en termes de capacité, et notre capacité à traiter aussi les tests et le QA en fait après chaque tranche, puisque ça revient à la bibliothèque de faire tous les tests nécessaires pour s'assurer que les traitements qui nous sont donnés sont de bonne qualité. Et comme le disait Jean-Philippe, comment est-ce qu'on s'assure que c'est de la bonne qualité? Quels sont nos standards alors que c'est un outil qu'on est en train de construire et une innovation? C'est aussi des questions importantes. Donc, à quoi est-ce qu'on s'attend à la fin? Je vais vous faire cette conclusion rapide et Jean-Philippe, je le propose d'enrichir après avec tes éléments. Donc là, de façon vraiment pragmatique, ce sur quoi on a fait une commande, ce sont vraiment des modèles qui seront capables d'identifier ces images et d'en extraire toutes les informations afférentes, avec une analyse contextuelle, donc à la fois les métadonnées et l'enrichissement qui est généré par les traitements. Ces modèles, ils vont alimenter une base de données qui va normalement recenser à terme toutes les images numérisées
qui sont sur Gallica. Et on le rappelle, Gallica recense aussi des documents de partenaires. Donc, ce sont nos documents, mais aussi les documents numérisés de nos partenaires. Et qui leur adjoint les informations de leur carte d'identité, plus celles qui ont été enrichies. On aura ensuite accès à cette base de données via une application qui sera designée au cordeau sur mesure pour les utilisateurs qui en feront usage. Donc, comme on a dit, du grand public, en passant par la recherche scientifique très précise, en passant par, on pense à des cas d'usage évidemment dans la conservation, dans l'éducation aussi. Bref, ça doit être accessible par tous. Et une API qui permettra d'avoir des cas un peu plus poussés. Et c'est d'ailleurs un sujet sur lequel l'INHA est très impliqué pour les chercheurs, avec des possibilités de faire des analyses très poussées sur les données. Je vous en dis pas plus, mais je pense qu'il y aura pas mal de choses assez intéressantes qui vont venir. Et à la fin, ce qu'on a aussi demandé, c'est quelque chose d'un peu plus intangible, à savoir ce qu'on appelle une capacité de faire évoluer les choses. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est dans un contexte où les modèles, ils évoluent extrêmement vite. On ne sait pas vraiment de quoi demain sera fait tellement le contexte national et international au niveau des IA avance. Donc, on a aussi demandé aux prestataires et on s'est aussi beaucoup posé de questions sur comment est-ce qu'on fait pour avoir des briques qui sont capables d'évoluer avec l'état de l'art. Et ça, en soi, c'est même un sujet d'une importance énorme, puisque ça va un peu décider de l'obsolescence ou pas de l'objet, de la R&D, de la façon aussi dont on va l'intégrer dans d'autres projets, avec des applications qui sont par exemple très métiers, sur le catalogage, peut-être sur la conservation. Donc on veut vraiment avoir un maximum d'horizons possibles pour faire évoluer les traitements et les adapter à un usage un peu spécifique. Et ça, c'est assez intangible. Comment est-ce qu'on le met dans un contrat? Comment est-ce qu'on le demande? C'est une co-construction complète avec le prestataire. Pour l'instant, alors je ne peux pas vous montrer malheureusement une démo de l'outil, mais on est assez content de ce qu'on a. Et les choses évoluent bien. Comme dit, le public aura probablement accès à tout ça d'ici à 2027 ou de façon un peu anticipée pour des cas d'usage dans la recherche, etc., qui peuvent le demander ou le nécessiter. Et j'arrête mon partage. Jean-Philippe, peut-être que tu veux rajouter quelque chose. Oui, non, mais très rapidement, peut-être dire aussi que cette base de données, elle est disponible aujourd'hui, mais dans une une version intermédiaire avec un corpus traité. Elle est équipée d'API de recherche, d'API de mise à jour. La donnée produite par ces API, donc les données rendues par ces API permettent d'interroger les dimensions qui ont été modélisées dans le projet, c'est-à-dire la donnée structurée qui a été produite ou qui a été reproduite à partir des catalogues. Et puis ce qui est propre au projet, hein, donc la vectorisation, donc les embeddings qui permettent aussi de faire de la recherche par similarité. Donc cette API permet aujourd'hui de monter des prototypes ou d'intégrer ces ressources dans Gallica et dans finalement dans n'importe quel applicatif BNF ou dans n'importe quel applicatif de nos partenaires, puisque la base de données sera ouverte à terme. Sachant que, comme je l'ai évoqué en introduction, le protocole permet d'accéder aux images en tant que telles, c'est 3 IF. Donc chaque illustration est dotée d'une URL qui permet d'obtenir les contenus pixels avec les modalités qui sont propres à 3IF, c'est-à-dire la dimension de l'image, les opérateurs, éventuellement de traitement d'image appliqués à l'illustration, etc. Donc on reste dans un modèle assez classique, mais totalement ouvert à travers les API de recherche et puis l'accès au contenu via 3IF. Sachant que nos collègues de l'INHA ont la lourde charge d'opérationnaliser ce que je viens de décrire de manière assez abstraite. De notre côté, je pense que on a fini la présentation.
Et nous sommes Mm. ouverts à toutes vos questions. Merci beaucoup, Dana et Jean-Philippe. Voilà, c'est très intéressant aussi pour ceux qui connaissent les projets et y participent, comme pour l'INHA. On a déjà des questions en ligne, donc je laisse tout de suite la parole au public. Les autres, n'hésitez pas à poser vos questions. Moi aussi, j'en ai ensuite de mon côté. Et donc, il y a une question de la part de Laurence Roger qui vous demande, comptez-vous recourir au crowdsourcing pour vérifier les boxings des illustrations, la classification, les annotations? Pas dans un premier temps. Alors, on s'est équipé d'une API qui va permettre de corriger une illustration existante. Donc ça, c'est une API qui est déjà produite par notre prestataire. Alors, ce qui ouvre la voie à différentes modalités, finalement, de curation, de correction, éventuellement, de cette base iconographique. Euh, Vous l'avez compris, c'est un projet de production de données, alors qui intègre, et c'est en particulier la mission de données, et qui intègre une préfiguration et un travail sur les interfaces. L'intégration dans Gallica ou la création d'un Gallica spécialement dédié du point de vue de l'application web, j'entends, à cette base de données, ça reste à définir. A priori, non, pas de campagne de crowdsourcing, mais en tout cas pas à grande échelle, mais on pourrait très bien imaginer des campagnes ciblées sur tel ou tel fonds, telle ou telle collection opérée par tel ou tel partenaire, parce que ça ferait sens, et parce que aussi on pourrait le déployer grâce à l'API de correction. Oui, absolument. En fait, c'est plus dans une possibilité à terme, et notamment, comme on le dit, sur une mise en qualité une fois que l'outil sera développé. Mais le choix des embeddings a aussi été mené par le fait que ça nous enlevait une grosse, grosse partie des annotations. En fait, on avait beaucoup moins besoin d'annotations. On pouvait annoter de façon presque automatique certains corpus, et ça nous enlevait une charge assez importante sur la partie annotation, puisque en fait, les traitements transforment les images en vecteurs qui ensuite sont comparés les uns aux autres. Et ça nous dédouane un peu de cette partie de fine-tuning qui peut être extrêmement prenante au niveau du cycle de la donnée. Donc pour répondre à Margot, oui, Euh, un Désolé, Jean-Philippe, il faut que je lise parce que ceux qui suivront sur notre chaîne YouTube ne verront pas Ah oui, pardon. la question. Donc, en effet, c'est Pierre-Yves Laborde qui pose la question depuis les groupes d'écoute du service numérique de la recherche. Donc, est-ce qu'un utilisateur pourra signaler un problème? Est-ce que vous avez prévu une typologisation de signalement des erreurs, un traitement en partie automatisé du traitement des mises à jour à effectuer? On voit bien une inquiétude, un intérêt particulier à ce qui sont les erreurs produites par les traitements automatisés. Ouais. Alors oui, on peut imaginer un dispositif assez semblable à ce qu'on a aujourd'hui dans Gallica, c'est-à-dire quelqu'un voit une erreur et le signale. Le signalement remonte à un comité ou pas. On a aussi dans Gallica, en particulier je pense à l'Arpenteur, on a aussi des cas de figure où on se dit, on intègre tout de suite la correction demandée par l'utilisateur. Donc là, c'est un cas particulier. L'Arpenteur, c'est de la géolocalisation de documents. Donc, ça reste totalement à instruire. On sait qu'on va en avoir besoin. On sait que ça fera sens, notamment lorsqu'il s'agira par exemple, un projet de recherche s'empare d'une sélection documentaire de 1000 documents et va travailler à corriger ce qui a été produit par un Gallica Image en mode automatique. Donc, ça fait vraiment partie des cas d'usage qui sont intéressants à porter. Pour autant, on sait aussi, à travers l'expérience de la première tranche, qu'il va y avoir beaucoup d'erreurs. Alors pas 50 d'erreurs, mais il va y avoir beaucoup d'erreurs. Donc si on part de 100 millions d'illustrations, un chiffre jeté comme ça sur la table, multiplié par, il y a à peu près 5-6 attributs qui sont calculés par classification, plus le zonage de l'illustration. Donc ça peut faire très rapidement
plusieurs centaines de millions de données. Donc, multiplié par un taux d'erreur assez classique pour ce type de projet, 1, 2, 3, 4% de taux d'erreur en fonction des modèles et de la classification. Très rapidement, on peut arriver à des dizaines de millions de données fautives. Donc l'équilibre il sera à trouver entre ce potentiel à corriger et la capacité à le corriger. De façon générale, quand vous êtes même sur Gallica, vous avez quelqu'un, quand vous signalez une erreur, qui lit vraiment vos messages, hein, c'est pas traité de façon automatisée, qui vous répond. Ça fait aussi partie un peu de l'apport de Gallica qui a ce lien très personnel avec ses utilisateurs. On a des gens qui sont sur Gallica depuis extrêmement longtemps, qui sont précis, qui ont des intérêts très précis et donc qui nous remontent des choses très précises. Là, évidemment, pour Gallica Image, il y aura le même système. Donc, il sera toujours possible de reporter un bug. Et ensuite, sur la typologie des erreurs possibles ou sur la façon dont des chercheurs pourraient nous remonter certaines difficultés, etc. Là, on mettra en place les canaux idoines. On n'y a pas encore pensé. Et comme je vous dis, l'outil ne sort qu'en 2027. Donc, d'ici là, il a le temps d'évoluer. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une construction itérative. Donc, on incorporera les avis de chacun au fur et à mesure qu'on construira l'outil et qu'on le verra en usage, puisque ce sera là où il y aura le véritable test de cet outil. Et oui, il y aura forcément plus d'erreurs visibles, puisqu'en fait, on a énormément de documents qui seront traités de façon systématique, donc, et en plus visualisés de façon très claire et synthétique. Donc, vous verrez tout de suite le nombre d'erreurs possibles et les erreurs possibles. Mais ça sera de la matière vivante, c'est un projet qui évolue et on prend en compte évidemment les avis des utilisateurs de façon très sérieuse. Peut-être dire aussi qu'une autre dimension de la remontée d'erreurs, pardon, c'est alors peut-être pas de tous les jours, mais de manière itérative et régulière, c'est de réentraîner les modèles. Donc on pense aussi, donc techniquement on saura le faire. Une fois le projet fini, notre DSI aura monté en compétence et aura la capacité de réentraîner les modèles ou de changer des briques sur étagère. Donc signaler une erreur, par exemple une erreur systématique, puisqu'on en a rencontré aussi, hein. On a rencontré des erreurs qui sont liées à des cas très singuliers, mais on a rencontré aussi des erreurs qui sont systématiques, qui sont liées au fait que telle ou telle typologie de document n'a pas été assez pris en compte de l'entraînement. Donc là, plutôt que de corriger toutes les occurrences de cette erreur dans toutes les images, la démarche faisant sens serait de réentraîner le modèle pour qu'il prenne en compte ce cas de figure. C'est particulièrement vrai pour les modèles de segmentation que vous avez vu des exemples tout à l'heure à l'écran. Et un des éléments qui va un peu faciliter ce process, c'est que une des choses qu'on a demandé dans le marché, c'est de pouvoir internaliser les traitements. Donc ça veut dire qu'on ne va pas aller demander aux prestataires à chaque fois de changer des choses. On aura les traitements sur nos serveurs, on aura la main dessus. Et donc, on est un peu indépendant, on est même totalement indépendant à l'issue du projet et on pourra faire évoluer les choses comme on le veut. Et ça, c'était un point très important pour nous. Et c'est assez rare dans les marchés publics. Souvent, en fait, on reste un peu tributaire des prestataires qui ont construit la machine. Ils sont très, très compétents, mais ça peut alourdir le procédé. Là, on aura vraiment la main pour faire évoluer les choses. Merci encore pour vos réponses. Je vois que dans la salle virtuelle, il y a une main levée. Je ne sais pas si c'est pour poser une question ou si c'est une erreur. Euh, je peux vous donner, je ne sais pas si vous donnez la parole. Peut-être vous me faites savoir sur les boutons QR si vous souhaitez prendre la parole. C'est Madame Bréré. Donc, et entre-temps, j'avais une question parce que pour revenir un peu au résultat de ces projets, donc Danae, vous avez présenté la liste des résultats parmi lesquels la base des données qui va ajouter les illustrations, etc. Mais j'imagine donc qu'à terme, cette chaîne de traitement, ces processus sera intégrée aussi aux nouvelles numérisations qui vont intégrer Gallica. Ça sera un processus itératif qui enrichira aussi cette base de données.
Absolument. Dans les conventions que Gallica passe, notamment dans son système de marque blanche, la marque blanchisation, comme on dit, donc la numérisation des documents et le fait de les trouver ensuite sur Gallica ou en dehors aussi, dans des bibliothèques numériques propres, mais qui sont construites par la BNF pour ses partenaires. Il y aura cet accès à cette compétence supplémentaire, à cette fonctionnalité supplémentaire de Gallica. Donc, toutes les conventions qu'on passe intègrent le fait de pouvoir bénéficier des dernières innovations de Gallica. Et là, c'est une innovation Gallica. Donc oui, c'est tout à fait prévu. Parfait. Merci beaucoup. Il y a encore une question de la part de Pierre-Yves Laborde. Donc, est-ce que dans la navigation, on pourra facilement d'une image, passer, j'imagine, d'une image au document dont elle est extraite? Oui, bien sûr, oui. Oui, on peut imaginer que bien sûr, quand on sera dans Gallica tel qu'il est aujourd'hui, tel que vous le connaissez aujourd'hui, on aura très facilement accès à la liste des illustrations qui ont été repérées au sein du document. Et la réciproque étant vraie, du côté des API, donc du côté de la donnée qui est produite, on garde la trace du document source. Et dans le futur, la future interface web que Danae a préfigurée à l'écran tout à l'heure, là aussi, bien sûr, il y aura un retour arrière vers le document. Absolument. L'une des fonctionnalités qu'on voit le plus, c'est l'effet rebond. L'idée, c'est de pouvoir permettre ces rebonds à la fois entre Gallica, Gallica Images, entre les différentes images d'une même collection ou des images qui ont des caractéristiques similaires. Et évidemment, à chaque fois, on pourra accéder au document original. Sur Gallica, c'est tout à fait prévu, puisque l'idée, c'est d'apporter aussi un maximum d'outils quand on veut faire des recherches plus approfondies, plus profondes, et pas seulement se promener ou apprendre des choses sur un sujet. Oui, et je peux de mon côté aussi vous confirmer que du côté de l'INHA, qui porte certains des développements de l'interface d'interopérabilité de ce projet, nous avons bien prévu et mis en compte la possibilité d'avoir des rebonds en continu entre l'image et son contexte, qui est évidemment nécessaire. Donc, je pose encore une fois la question, s'il y a d'autres questions en salle, là je vois que oui, il y a un commentaire ainsi qu'une oui, une question, donc un remerciement de la part de Berang Proseini. Donc, merci. La recherche initiale est-elle basée sur les mots, donc les prompts, ou y a-t-il d'autres moyens de chercher les images par les images elles-mêmes? Alors, merci pour cette question. Est-ce que c'est un de nos dada? Je pense que Jean-Philippe sera ravi de répondre, mais évidemment, il y a plusieurs façons de faire de la recherche et une de ces façons, c'est de charger une image dans la recherche et de faire une recherche par similarité. Donc, vous avez une affiche de voyage du début 20e. Vous voulez trouver des illustrations similaires, vous chargez votre image et vous trouverez des illustrations similaires. De la même façon, comme on l'évoquait un peu dans le PPT, vous avez aussi du langage naturel. Donc, vous pouvez faire une phrase assez longue et assez précise sur votre recherche. Donc, je recherche, comme dit, des affiches du 19e avec une femme avec un chapeau rouge, par exemple. Et plus ce sera long, plus les embeddings ont des résultats concluants. Donc, il y aura plein de modalités différentes de faire de la recherche. Vous pourrez aussi rechercher par couleur, par palette de couleurs. Je veux tout ce qui est bleu, cyan, etc. qui m'apparaît, tous les crayonnés, etc., etc. Ce sera une possibilité. C'est un des enjeux UX de ce projet, enfin de cette typologie de projet, puisqu'il va s'agir d'une base de données hybride, avec à la fois des mots-clés qui viennent des catalogues, alors pour partie, mais ça peut venir aussi de l'OCR autour par exemple de la gravure du voilier qu'évoque Danae. Et on le voit à travers le démonstrateur qui est son démonstrateur, il est pas public, il est pas abouti, mais il nous cherche un petit peu à investiguer ces différentes typologies d'usage. Et on voit très bien la complexité à faire passer auprès des utilisateurs, la multiplicité de sources de données qui sont interrogées. Alors, par exemple, côté modèle hybride,
On a le meilleur résultat si on fait une phrase, ou en tout cas un segment de phrase assez détaillé, donc vraiment l'exemple de Danae. La même phrase du côté de l'OCR ou du côté des métadonnées bibliographiques va rien remonter, ou quasiment rien. Et donc, la recherche hybride, c'est-à-dire mélanger ces deux modalités d'usage, reste aujourd'hui assez complexe techniquement, et du côté du UX également. Par exemple, nos collègues de l'INA en ce moment ont un prototype, un démonstrateur assez proche. Alors, c'est sur de la vidéo, mais c'est exactement le même contexte. Et ils ont décidé d'offrir à leurs utilisateurs soit de la recherche documentaire classique, donc des formulaires, soit la recherche par langue naturelle, mais pas le côté hybride. Ils trouvent que le côté hybride, que ce soit du point de vue technique, lorsqu'il faut fusionner les deux listes de résultats, ou du point de vue de la compréhension des utilisateurs, est une impasse. Donc, c'est une question vraiment posée. Euh, Possibilité de faire des recherches hybrides, mais il faut faire comprendre à l'utilisateur de quelle hybridité on parle et qu'est-ce qui est vraiment cherché à l'arrière-plan. Et c'est loin d'être évident. Absolument. Mais en tout cas, il y aura plusieurs modalités de recherche, ça c'est sûr. Et ce sera a priori adapté aux différents profils qu'on a identifiés, donc les chercheurs, les conservateurs, les spécialistes de l'image, les professionnels de l'image, les graphistes, etc. Puisque ça, ce sera une banque de données absolument hyper utile, hein, on en est sûr, pour ces métiers-là. Donc à chaque fois, on leur proposera des outils qui vont faciliter leur métier au jour le jour ou leur recherche au jour le jour. Encore une fois, merci. Et il y a encore des questions de la part de Francesca Bocchi. Donc, sera-t-il possible d'interroger Gallica Image dans différentes langues? À travers le modèle multimodal qui est en œuvre, oui. Puisque que ce soit Clip ou dans notre cas particulier, on a utilisé SIGClip. Ce sont des modèles qui sont multilingues. Donc oui, ça fait partie aussi des effets de bord plutôt positifs de l'IA contemporaine. C'est cette capacité à interroger dans différentes langues. Et alors oui, c'est un modèle d'embedding cyclique qui a été réentraîné par le prestataire sur les grandes typologies de contenu de Gallica. Ouais. Je me permets de lire la question que ce ne Ah, sera pardon. pas lu par les personnes qui verront la vidéo. Et c'était Pierre Husson qui demandait, est-ce que la technologie pour créer les embeddings des images a été spécialisée pour les contenus patrimoniaux ou un modèle généraliste a été choisi? Donc, merci Jean-Philippe d'avoir répondu. Danae, j'imagine que vous souhaitez ajouter quelque chose. Oui, pour les multilingues, là, ce qu'on voit sur les premiers résultats, c'est que ça marche très très bien en anglais, évidemment. La sœur anglophone est très bien servie. Pour les autres langues, et notamment les langues avec des caractères un peu spécifiques, on est en réflexion sur comment améliorer les résultats. Mais oui, normalement, il y aura une possibilité de traitement. Peut-être que les performances seront un petit peu moins bonnes, mais on pense qu'elles vont s'affiner avec le temps et les recherches. Et pour le système d'embeddings, en fait, à ce stade, on a utilisé des systèmes qui existaient déjà. Mais il y a eu d'abord du fine-tuning automatique. Ensuite, il y a eu des règles spécifiques qui ont été faites pour certaines collections. Et ensuite, évidemment, les modèles se sont adaptés et ont donné des résultats un peu différents en fonction des données qui leur étaient fournies. Et en fonction des règles qu'on a établies dans la segmentation. Donc à la fin, vous avez un modèle qui est certes accessible, on va dire, à tous, mais qui est vraiment spécifique dans sa façon de traiter nos données. Et il y a plusieurs modèles, hein, en fait. Donc, en fonction notamment des modèles de classification, de segmentation, il y a eu un benchmarking de modèles et dans la quasiment totalité des cas, il y a eu l'entraînement, le réentraînement de modèles spécialisés, mais en partant de modèles open source. Absolument, et oui, comme l'évoque Jean-Philippe, là, on attend un peu de voir les résultats pour les monographies qui sont une nouvelle tranche, mais on aura probablement en plus des systèmes de modèles, en fait, avec différents modèles les uns avec les autres, en fonction des données. Donc, finalement, le produit, entre guillemets, modèle, il va être très, très spécifique. Je vois que pour l'instant, il n'y a
pas d'autres questions. Donc, j'en profite déjà pour remercier Danae Di Salvo et Jean-Philippe Moreux de nous avoir accompagnés lors de cette séance de lundi numérique centrée sur Gallica Images. Donc, on se donne rendez-vous en 2027 pour la version publique de ce ambitieux projet. Et un rendez-vous un peu plus proche au 17 novembre, donc à la prochaine séance des lundis numériques, qui sera consacrée à label culture libre, des licences libres au numérique collaboratif, une transformation des pratiques métiers. Nous allons accueillir Xavier Caillou du Wikimedia France et Cécile Obligé de la Bibliothèque interuniversitaire de Sorbonne. Donc, encore une fois, merci et je vous souhaite un très bon après-midi. Au Merci. revoir. Merci, au revoir, bonne journée. Au revoir.